Bon, j'espère que cette fois-ci, le titre ne sera pas trop provocateur pour YouTube. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai vu énormément passer, moi, sur mes réseaux sociaux, en Belgique, on est en train de reconfiner, de manière dure, le pays, suite aux dernières mesures prises, et j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du fait que c'était un aveu d'échec. Un aveu d'échec de la part du gouvernement, qui n'a pas su gérer la crise, un aveu d'échec de la part des différentes entités, etc., etc. Et en fait, bah, je savais pas trop quoi penser, parce qu'en même temps, c'est une situation si délicate, et notamment, ma famille m'avait beaucoup dit, bah oui, effectivement, c'est un échec, le gouvernement, ils ont fait n'importe quoi, etc., etc. Et là-dessus, je me disais, oui, mais en même temps, quelle est la bonne décision? Quelles sont les bonnes décisions? Est-ce que c'est vraiment un échec ou pas? Et là-dessus, je suis tombé sur cet article hyper intéressant, encore une fois, la chronique de Bertrand N, qui dit toujours, je vous le dis, hein, c'est un peu le frérot ici, hein. C'est le frérot du stream, de cette chaîne. Gestion de la crise du coronavirus, si vous n'aimez pas mon échec, j'en ai d'autres. Ce troisième confinement est-il un échec pour les autorités belges? Dès hier, le débat s'est engagé virulent. Ce sont en particulier les fédérations patronales du commerce et le MR qui sont passés à l'offensive. Pour remettre un petit peu dans le contexte, si vous êtes français, en effet, en Belgique, on reconfine entièrement. Donc les magasins non essentiels sont fermés. Les écoles vont fermer une semaine avant les vacances de Pâques. Donc la semaine prochaine, il n'y a plus cours, même pour les maternelles, c'est tombé aujourd'hui. Et en gros, oui, on a remis la bulle de contact, on l'a rabaissée. Donc c'était à 8 ou 10 dehors, maintenant je crois que c'est 4. Donc on peut pas avoir plus de 4 personnes en dehors de chez soi. Bon bref, hein, c'est un reconfinement quoi. Et là-dessus, évidemment, le MR, c'est la droite, le mouvement réformateur, donc un parti de droite qui ne sont pas contents, et évidemment les patrons, parce qu'on a notamment refermé les coiffeurs, ainsi que les autres métiers de contact qui avaient demandé, il y a 1 mois et demi, de rouvrir, parce que justement, ils n'en pouvaient plus. Le Premier ministre était encore en train de parler que déjà du côté du MR, le président dégainait ses tweets pour évoquer un triple échec, assumant encore plus qu'auparavant une stratégie d'opposition au gouvernement auquel il participe. Il n'était pas le seul, la Fédération du commerce parlait elle aussi d'échec et d'inefficacité chronique de nos dirigeants. Et puis ce mot échec, il est revenu en boucle sur les réseaux sociaux et certains éditoriaux, échec du modèle belge, échec de la vaccination, échec du testing, bref, échecs au pluriel. Autant il était évident que beaucoup de choses auraient dû mieux fonctionner ou être faites autrement, autant l'échec ne paraît pas si évident à identifier. Il n'est surtout pas évident d'identifier une cause principale. Oui, parce que pour le coup, vous savez, je suis très critique envers le président du MR, qui est Georges-Louis Boucher, et qui adore tweeter, hein, c'est un peu sa passion dans la vie, on dirait, plutôt que d'être efficace. Et, et là, pour le coup, il n'était pas le seul à parler d'échecs. Ça parlait dans tous les sens. J'ai vu des gens de gauche, des gens de droite. Enfin, alors que le gouvernement, il faut le dire, est de droite, centre-droite, droite, puisque c'est l'Open VLD, etc. Et du coup, avec un ministre de la Santé qui est de gauche, SPA, donc gauche flamande, néerlandophone, et pour le coup, ça fusait dans tous les sens, quoi. La gauche était pas contente, la droite était pas contente, personne n'est content. Tout le monde parlait d'échec. Échec de Frank Van den Broek. Donc là, on va essayer de voir où se situeraient les échecs pour la Belgique. Reprenons les choses dans l'ordre. Est-ce que ce serait l'échec de la stratégie menée par Frank Van den Broek et Alexander De Croo? Une stratégie de restriction menée depuis novembre censée éviter une 3e vague. Ce qu'elle a réussi à faire jusqu'à la fin du mois de février. Il faut quand même le souligner. Faut-il rappeler que cette stratégie a été validée par les régions et les 7 partis de la coalition fédérale? Mais ce serait l'échec de qui? Est-ce que c'est l'échec de Frank Van den Broek, partisan d'une approche assez stricte depuis des mois? Ou est-ce que c'est l'échec de ceux qui œuvrent à limiter, pardon, j'arrive pas à parler, ou est-ce que c'est l'échec de ceux qui œuvrent à limiter la portée des mesures? Qui a échoué? Pourquoi la bulle de 10 en extérieur revient-elle à 4? Pourquoi les commerces referment-ils? Qui est responsable de ces pas en arrière? Ceux qui militaient pour ces pas en avant depuis des mois, ou ceux qui freinaient ces pas en avant, disant que c'était trop tôt? Mais oui, c'est ça. Moi, c'est ça aussi qui me fait rire, c'est que il avait dit justement, du coup, il y a une semaine, il avait aussi parlé de ça, mais tous les partis font leur job d'opposition quand ça les arrange, et puis maintenant que cette stratégie a raté suite à leur pression parce qu'ils voulaient absolument réouvrir les magasins, ils disent « mais regardez, ça marche pas !»
Mais s'il vous plaît. Échec du Codeco. Codeco, c'est le regroupement entre experts et parlementaires, il me semble. Enfin, c'est ça. Beaucoup pointent la confusion, le manque de cohérence des décisions d'hier. Indéniablement, cela est un échec. C'est un échec, mais de qui et de quoi? S'il y a confusion, c'est parce qu'il y a 7 parties à la cause qui ne sont pas d'accord et qui posent leurs exigences représentant des intérêts contradictoires du corps électoral. La cohérence, c'est facile, c'est le confinement strict comme il y a un an. Ou alors, ce n'est rien. Rien, ce qui revient à placer Charles Darwin au 16 rue de la Loi. Le confinement strict est très cohérent, mais injuste pour ceux qui habitent en ville, les familles nombreuses entassées dans des appartements. Un parti comme Écolo, qui est de centre-gauche, a demandé pour des raisons de justice qu'il n'y ait pas de limitation de déplacement, que chaque Belge puisse prendre le train ou sa voiture et aller se détendre. Un parti comme le MR, donc de droite, a demandé pour des raisons de justice qu'on épargne autant que possible les commerçants et les indépendants. Ces exigences contradictoires produisent un confinement modulé, aménagé, mais qui est toujours injuste. On ferme les écoles, pas Ikea. C'est injuste. Même si peu de pays européens ont gardé leurs écoles aussi longtemps ouvertes que nous. On ferme des commerces alors qu'on va avoir des milliers de personnes sur la digue, c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais c'est un équilibre des injustices qui a été préféré à d'autres. Un équilibre des souffrances particulièrement difficile à assumer, tellement difficile que les maires ne l'assument pas. Et c'est ça qui est... Je trouve que ce bloc-là, ça vaut pour la Belgique, mais ça vaut aussi pour la France. Alors pour la France, c'est un peu plus particulier, puisqu'il y a une majorité absolue au gouvernement, de 2 partis avec les mêmes idées. Mais c'est vrai qu'en Belgique, comme on a des partis qui ont des idées tellement différentes, qu'ils essayent de garder leurs limites. Et donc pour Écolo, donc pour le centre-gauche et la gauche, c'est plutôt effectivement le déplacement des Belges, parce qu'ils disent, bon ok, ils restent confinés chez eux, mais ils doivent pouvoir aller à la mer se détendre un peu, ceux qui ont des appartements tout petits et qui sont à 10 dedans, quoi. Inversement, le MR, à juste titre aussi, donc la droite, elle demande qu'on garde les commerces ouverts, parce qu'il y a un nombre conséquent d'indépendants qui sont en train de se casser la gueule, et qui ne peuvent plus vivre de leurs revenus. Et donc on a comme ça des choses qui sont extrêmement complexes, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, derrière tout ça, au final, qu'est-ce qui est injuste? Bah, c'est le Covid. Le Covid est injuste. Le Covid, il frappe les plus faibles, mais pas que. Il frappe des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient faibles. Il frappe des gens qui étaient déjà faibles et qui vont du coup mourir à cause du Covid. Voilà, le Covid, il fait pas de distinction. Le Covid, c'est un peu un lancer de dés. Si le Covid a une intelligence lui-même, il saura peut-être qui est plus faible ou pas, mais nous, impossible de savoir, nous, dans l'état des connaissances actuelles. Donc, c'est hyper compliqué. Parce qu'aussi, on oublie, mais si on met des restrictions, c'est pas tant parce qu'effectivement, on sait relativement bien soigner le Covid. Mais le problème, c'est que pour soigner le Covid, il faut des hôpitaux, il faut des places dans les hôpitaux. Et ces places, elles sont pas illimitées, en fait. Et j'ai l'impression qu'au début de la crise, c'était clair, et en fait, plus on avance, et plus les gens ont tendance à oublier ça. Le problème, c'est pas que quelqu'un attrape le Covid, un jeune qui attrape le Covid et qui tombe malade, gravement, au point d'aller à l'hôpital, bah, en fait, il va s'en sortir. Il va aller à l'hôpital pendant 2 semaines, 1 mois, et il va s'en sortir. Sauf que lui, en allant 2 semaines, 1 mois à l'hôpital, il prend une place. Et puis si tout à coup, il y a 50 000 jeunes qui vont à l'hôpital en même temps, pour la Belgique, pour la France, c'est probablement plus, mais on va devoir faire un tri. On va devoir faire un tri entre les jeunes et les moins jeunes, et les plus vieux. Enfin, et du coup, ce tri va amener des morts, parce qu'il y a des gens qu'on ne pourra pas traiter. On n'a pas assez de traitements pour tout le monde en même temps. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Échec de la vaccination. En matière de vaccination, l'échec paraît évident. Pourtant, si on creuse un peu, c'est l'échec de qui? De la Belgique? De la Wallonie? Malgré les couacs, la confusion, plus de 100 000 Wallonnes et Wallons ont été vaccinés la semaine passée. 130 000 devraient l'être cette semaine dans le timing prévu. Plus d'1 million de Belges ont reçu une dose, nous sommes dans la moyenne européenne. Et si le rythme se maintient, on sera assez vite parmi les meilleurs. Alors, il faut que le rythme se maintienne. Ceux qui hurlent à l'échec citent comme réussite les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni. Ils ont vacciné plus vite et plus tôt que nous, mais ont tous connu une 3e vague terriblement meurtrière et des mesures de confinement au début de leur campagne. Et ça, c'est très vrai. C'est quelque chose que, évidemment, les personnes qui prennent ces pays en exemple ont tendance à
oublié de souligner. L'échec se situe sans doute plus dans la disponibilité des doses. Là, nombreux sont ceux qui sautent sur leur chaise comme des cabris en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Fit de Gaulle. On peut supposer donc que la Belgique, malgré la puissance de son secteur pharma, ne va pas s'opposer au tournant protectionniste pris par la Commission. Une Commission qui a trop tardivement pris conscience de l'importance d'une souveraineté vaccinale. Non parce que le protectionnisme c'est bien, mais par nécessité politique. Si tous les autres disent « moi d'abord », alors l'Europe sera la dernière. C'est ce qui se joue aujourd'hui autour d'AstraZeneca au sommet européen, et c'est un moment majeur pour nous tous. AstraZeneca, pour rappeler, ils ont fait pas mal de magouilles avec le gouvernement anglais, quand même. Il me semble que c'est avéré ça, qu'ils ont fait pas mal de magouilles pour essayer de vacciner un maximum le Royaume-Uni avant le reste du monde. Parce que, et du coup, en fait, le problème, c'est qu'autant, bon, ils font des magouilles, il n'y a pas de problème s'ils se sont pas engagés autre part, mais ils se sont engagés à l'Europe à donner un certain nombre de doses, et ils ne le font pas suite à des pressions politiques au Royaume-Uni qui essayent de les forcer à amener ces doses au Royaume-Uni. L'évidence de l'échec ne veut pas dire que l'échec est si évident à déterminer, et si on ne parvient pas à le déterminer, c'est que peut-être l'échec n'est pas si évident que ça. L'évidence, c'est que nous voudrions tous désigner un coupable idéal pour ce troisième confinement, et bien sûr pas le virus lui-même. Mais cette profusion et cette confusion dans les accusations d'échec montrent qu'il est encore trop tôt pour identifier de manière claire qui a échoué et pourquoi. Si vous n'aimez pas mon échec, j'en ai d'autres, aurait dit Groucho Marx. Et en fait, pourquoi j'aime beaucoup cet article, c'est que déjà, effectivement, aujourd'hui, il est trop tôt pour parler d'échecs. Aujourd'hui, il est trop tôt. Moi, je vois, il y a beaucoup de débats qui tournent un peu en roue libre parce que, il y a un tel qui dit « Mais non, si on avait fait ça, ça ne serait pas arrivé. » Un autre qui va dire « Bah non, si on l'avait pas fait, ce serait arrivé, blablabla. » Et au final, on n'en sait rien. Ça, c'est le seul truc dont on est sûr. Par contre, il y a quand même un truc, moi, où je pense que c'est un échec, et pour le coup, où tout le monde serait d'accord, je pense, que ce soit de droite ou de gauche. Je pense que c'est l'échec concernant, en fait, le soutien par rapport à la population, le soutien, mais financier. Je pense qu'en fait, on aurait dû rendre la psychologie gratuite, en fait, les psychologues gratuits pendant le confinement, parce qu'on parle beaucoup de problèmes psychologiques, mais pour moi, ils étaient déjà là avant, en fait. Les gens se sentaient déjà pas très bien psychologiquement avant, et le Covid n'a fait que le mettre en avant. Je pense aussi que les sociétés sont complètement laissées à l'abandon, et pourtant le MR a été au pouvoir pendant 4 ans auparavant, avec la NVA, qui sont tous les deux partis de droite, et pourtant ils n'ont pas soutenu les indépendants, et tout à coup là ils sont à fond derrière les indépendants, mais c'est un peu facile en fait d'être là quand le cataclysme est arrivé et pas en prévention du cataclysme. En fait, pour moi, c'est là où la droite se plante un gros poteau dans le pied, comme disait Océan. C'est qu'en fait, effectivement, il faut soutenir les indépendants, mais il faut les soutenir en arrêtant de les mettre en faillite. Il faut les soutenir en les considérant plus comme des indépendants, mais là pour le moment comme des citoyens en fait. Et on devrait tous en fait, c'est là où je trouve qu'il y a le débat autour du financement universel, de la rémunération universelle, est hyper intéressante. C'est qu'en fait, on devrait faire ça, en fait, en temps de crise, là, maintenant, où 90% des gens peuvent pas travailler, où ceux qui travaillent ne gagnent pas assez. En fait, il faudrait juste avancer là-dedans et faire en sorte que tout le monde ait un revenu minimum. Un revenu minimum qui leur permet de pouvoir un peu respirer, être moins stressé, parce qu'il faut pas mentir, mais si les gens se sentent mal en confinement, c'est parce que s'il y en a plein qui ne peuvent pas travailler, il y en a plein qui ont un chômage mais réduit, parce que le chômage, en fait, tu gagnes que 3/4 de ton salaire, donc si tu avais un SMIC, tu n'arrives pas à vivre. Si tu avais un salaire normal, tu tapes un SMIC, et ça change tout pour ceux qui avaient des appartements qui coûtaient cher et tout. Et en fait, pour moi, le plus gros échec, il est là. C'est pas l'échec, en fait, l'échec de la gestion de la crise, à part ceux qui ont été dans les plus grandes extrêmes, c'est-à-dire ceux qui ont soit tout confiné et donc maintenant ont peut-être plus de latitude, ou ceux qui n'ont rien confiné et se retrouvent dans la méga merde que ça changerait rien maintenant qu'ils confinent. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu vraiment le système derrière. Je trouve qu'en fait, autant la gauche que la droite n'ont pas fait leur taf, en fait. J'ai l'impression que du côté de la droite, ils n'ont pas soutenu les entreprises.
Ils ont toujours cru à cette... la droite qui a agi dans cette droite qui croyait en l'idée du ruissellement, que les grosses entreprises allaient faire prospérer les petites. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est du bullshit, et aujourd'hui on se la ramasse en pleine gueule, les grosses entreprises continuent à rouler, à fonctionner, mais les indépendants et les petites entreprises, ils se cassent la gueule, parce que c'est eux qu'on ferme. Et la gauche, parce que la gauche, bah, elle a aussi cru que c'était les emplois qui étaient vraiment importants. Qu'il fallait consolider les emplois et que du coup, bon, laisser la droite toucher un peu par-ci par-là au chômage et à la sécurité sociale, etc. C'était pas trop grave à partir du moment où ils promettaient des emplois. Or, le souci, c'est que ça, c'est valable, tout ça, tout ce système-là est un système un peu luxueux, dans le sens où c'est une pensée de luxe, de pouvoir se dire, bah tiens, on néglige les moments où on pourrait tomber en crise. Et c'est là où pour moi il y a un vrai problème dans notre manière de réfléchir. C'est là où pour moi se trouve l'échec principal en fait. Et c'est là où pour moi les politiques autant que les citoyens se prennent une grosse claque dans la gueule. C'est que tout à coup on se rend compte qu'en fait cette dette qui plane sur notre gueule, on va jamais la rembourser. Et que là maintenant l'État se retrouve à faire un choix. Soit il enfonce complètement la Belgique dans une dette voilà, dans une dette tellement gigantesque que qui sait ce qui va devenir du futur, ou bien ils continuent à faire comme ils font, mais en sachant que bah, peut-être qu'on ne se relèvera pas dans le futur, et peut-être que ça ne se relancera pas. Et pour moi, j'ai un peu cette impression qu'on est piégé. Piégé, et que pour le moment, l'État ne sait pas trop quoi faire. Voilà. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire. Je trouvais cet article en tout cas hyper passionnant et intéressant. GG encore Bertrand N, que vous pouvez écouter, parce que je pense qu'à mon avis, c'est lui qui lit son texte ici, tout à fait. Vous pouvez l'écouter hein, sur la RTBF Ovio. Et puis sinon, bah voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus, hein, tout simplement. Hein. Allez, la bise!